Vous aimez la France? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre. Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus, et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir à travers 100 lieux qu'il faut absolument voir dans votre vie. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de la Champagne, splendide région du Grand Est, au nom pétillant, symbole de fête et d'élégance. Ces paysages de plaine couverts de champs et de collines verdoyantes, jalonnés de villages typiques, aux coteaux prestigieux, s'étendent à l'infini. Vous serez ébahis par Reims, la majestueuse cité des sacres des rois de France, et les joyaux d'architecture qui la composent. Mais aussi par la ville d'Épernay et ses hôtels particuliers, où les têtes couronnées du monde entier sont venues déguster le roi des vins. Le majestueux lac d'Uder et son écrin de nature à la faune sauvage ne manqueront pas de vous séduire. Tout comme l'histoire du charmant château de Cirey, où Voltaire a écrit une partie de son œuvre. Vous serez envoûté par l'atmosphère de la Champagne, où se perpétue un artisanat. Je viens voir si t'es pas encore en train de nous faire quelque chose de splendide. Des traditions. Et t'as vu un petit peu cette construction des maisons en pan de bois? Et une gastronomie ancestrale. Et voilà Catherine, ton pied de cochon. Tu vas te régaler. Vous découvrirez la Champagne comme vous l'avez rarement vue, avec celles et ceux qui font vivre cet incroyable patrimoine. Notre escapade en terre champenoise débute à Reims, au nord du département de la Marne, dans la région du Grand Est. Surnommée Cité des Sacres, la ville abrite des joyaux architecturaux, théâtre d'un pan entier de l'histoire de France. Une incroyable richesse inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO qui passionne Catherine Pierre. Depuis que cette ancienne professeure d'allemand d'origine ardennaise s'est installée ici il y a près de 40 ans, partager l'amour de sa région d'adoption est un plaisir quotidien. En compagnie de Guillaume Moisan, elle va nous faire découvrir l'histoire mouvementée et les trésors insoupçonnés de cette ville séculaire. Comme ses constructions du centre-ville, au style éclectique, reconstruites dans les années 20 après les ravages de la Grande Guerre, où se côtoient immeubles haussmanniens, Art Nouveau ou Art déco. Mais la perle de Reims, la voici. Avec plus de 2300 statues, la cathédrale est une œuvre majeure de l'art gothique qui présente l'un des décors sculptés les plus importants d'Europe. Est-ce que tu as vu le Goliath au-dessus de la rose à droite? Bien sûr, il est bien repérable. Il est avec sa lance, son armure. Et puis en face de lui, évidemment, son pendant, David. Prêt à le défier. Voilà, et puis David va nous permettre de faire l'union entre les rois bibliques et puis les rois de France qui se trouvent juste au-dessus. Au Moyen-Âge, la cathédrale de Reims est considérée comme la reine des églises de France. Du 5e au 19e siècle, 33 souverains y sont consacrés. Donc nous voilà à l'intérieur de la cathédrale Notre-Dame de Reims. Cathédrale vraiment impressionnante de par ses dimensions, longueur, hauteur sous voûte, plus de 38 mètres de hauteur sous les voûtes. Et derrière nous, quelque chose vraiment d'unique avec ces superbes couleurs, les deux roses, la grande rose du XIIIe siècle et puis la petite rose, elle, qui est une reconstitution d'après-guerre. Comme la petite rose, les vitraux de la cathédrale n'ont pas tous résisté au bombardement. En 2008, ceux situés de part et d'autre de la chapelle axiale ont été remplacés par une œuvre d'Ig Nobel qui illumine les lieux de ses couleurs vives et éclatantes. Dans la chapelle d'axe déambulatoire,
c'est le bleu qui domine, avec les 3 majestueux vitraux réalisés par Marc Chagall en 1974. À plus de 50 mètres de hauteur, sous les combles de la cathédrale, Guillaume tient à faire découvrir à Catherine un autre chef-d'œuvre contemporain. Il se trouve juste au-dessus de leur tête. Cette charpente est impressionnante. Effectivement, suite à la Première Guerre mondiale, il a fallu tout reconstruire. La cathédrale était à ciel ouvert. Il faudrait s'imaginer qu'on serait en plein soleil ici. Et puis cette charpente en feu va s'effondrer sur les voûtes de la cathédrale qui elles-mêmes vont être endommagées. Au lendemain de la guerre, il faut penser à reconstruire. Très vite, l'architecte Henri Deneux est persuadé que le matériau à bon escient pour la cathédrale, c'est le béton. Et il va opter pour une charpente en béton, ce qui est quand même novateur pour l'époque. Au moins, ça ne brûlera pas. Comme ça ne brûlera plus. En plus, le béton a l'avantage d'être plus léger finalement qu'une charpente en bois. Et puis, ces pièces peuvent être produites en série, ce qui va permettre de les multiplier à l'infini et d'avoir une reconstruction qui soit efficace. 20 ans de travaux ont tout de même été nécessaires avant que ce joyau de l'art gothique retrouve toute sa splendeur et domine à nouveau fièrement la ville. Plus à l'est, à 70 km de Reims, les stigmates de la Première Guerre mondiale ont aussi laissé des traces sur ce plateau crayeux. Un site rare, presque lunaire, que Catherine tient à nous faire découvrir aux côtés d'Éric Marchal, un passionné féru de l'histoire de son pays. Donc, ce lieu qu'on appelle la Main de Massige, c'est cette colline surélevée qui nous découvre tout le paysage de la Champagne-Ardenne. Et donc ici, c'était la première ligne de front. Tout à fait. Donc l'armée française, qui était à la poursuite de ces Allemands après la bataille de la Marne, va se heurter à ces Allemands qui sont installés ici sur la défensive. Et donc va débuter la fameuse guerre de position, guerre des tranchées, qui va durer pendant 4 ans. Et ce point haut, en vue aérienne, dessine une main. Le mouvement de terrain dessine une main. Donc les soldats vont appeler ça la Main de Massige. Massige étant le village le plus proche. Lors de la Grande Guerre, la Main de Massige marque la limite est du front de Champagne. Elle fut un point stratégique entre 1914 et 1915. On va descendre dans les tranchées, voir un petit peu l'organisation de ces tranchées, voir un peu surtout dans les conditions dans lesquelles pouvaient vivre ou survivre ces hommes donc durant la guerre de 14. Je te suis. Dans ces tranchées, on estime à 25 000 le nombre de soldats français tués, blessés ou disparus, et certainement autant de soldats allemands. Tiens, je t'invite à passer. D'accord. Donc là, on arrive dans ce qu'on appelle un petit poste ou un poste avancé. Donc on trouve une plaque de tireur, c'est une plaque en acier qui fait à peu près 4-5 mm d'épaisseur, dans laquelle on a un orifice qui permet de regarder un peu ce qui se passe de l'autre côté ou de tirer. Alors, il ne faut pas oublier que pendant un moment, pendant plusieurs mois, les Allemands sont de l'autre côté des entonnoirs de mine, c'est-à-dire à 50 mètres d'ici. Ils sont à 50 mètres d'ici, ce qui fait que le soldat qui a le malheur de dépasser la tête au-dessus de la tranchée va se faire tuer. Devant Catherine et Éric, un vaste trou de 30 mètres de diamètre sur plus de 10 mètres de profondeur, dont l'origine fait froid dans le dos. Devant nous, nous avons donc des cratères de mine. Fin d'année 14, on va se battre sous terre. C'est comme on va se battre sur la mer et sous la mer, c'est exactement pareil. On va creuser des galeries souterraines, français ou allemandes, sous les positions ennemies, à une quinzaine ou vingtaine de mètres de profondeur. Une fois qu'ils estiment qu'ils sont arrivés à l'aplomb de la position de surface, on va remplir une salle de poudre et on va la faire sauter. C'est ce qu'on appelle la guerre des mines souterraines. Oui. Et nous, ceux que nous avons là, ce sont les Allemands qui vont faire exploser toute la position française en février 1915. Les victimes de ces assauts meurtriers, qui peuvent encore être sauvées, sont évacuées dans des postes de secours de fortune, situés à une dizaine de mètres de la ligne de front. À l'intérieur, un des brancards qui servait à transporter les blessés, et à proximité 2 croix de bois en mémoire des soldats morts au front et enterrés sur place. Aujourd'hui, le site reconstitué permet chaque année à 13 000 visiteurs de mieux comprendre l'enfer des tranchées et de rendre hommage aux soldats de la Première Guerre mondiale. À quelques kilomètres de là, Catherine va rendre un autre hommage à l'histoire champenoise. Mais plus heureux cette fois-ci, puisque c'est de cuisine dont il s'agit. À Sainte-Menou, le patrimoine rime avec gastronomie. Et en matière d'art de la table, la Champagne a de sérieux arguments. Mathieu, bonjour.
Comment vas-tu? Bonjour, très bien. Et toi? Impeccable. T'es venu pour le pied de cochon? Bah, pourquoi veux-tu que je vienne? Le seul, le vrai, l'unique. Le tien, je sais Allons-y. bien. La recette traditionnelle des pieds de cochon que Mathieu Fourreau perpétue dans son restaurant fait la renommée de la ville depuis plusieurs siècles. La cuisine. Voilà Catherine, la cuisine et 2 fameux pieds de cochon. Ils sont là. Les cochons, les voilà. Regarde, magnifique. Donc ils sont par 2 en tête bêche. Ah, d'accord. Mais on verra ça après en les ouvrant, tu vas voir. C'est magique. Alors tu vois Catherine, les voilà les pieds de cochon. Après 24 heures de cuisson, enveloppés dans une chaussette qui est un peu élastique pour les maintenir en forme. Particularité des pieds de cochon à la mode de Sainte-Menou, seuls les pieds avant de l'animal, plus charnus, sont utilisés pour la recette. Les 24 heures de cuisson font fondre la viande et les os, qui peuvent ainsi être intégralement consommés. Donc là on va passer à la chapelure. Oui. Tu veux bien attraper la plaque de chapelure qui est derrière Bien toi s'il sûr. te plaît? Comme souvent, les recettes comme ça qui durent, ça part d'une erreur d'un marmiton qui aurait oublié la marmite de pied de porc sur le feu toute une nuit durant et qui, le lendemain matin, sont aperçus qu'effectivement, on pouvait manger les os. Donc, ils ont conservé, ils ont essayé de reproduire. Et depuis, on garde ça bien ancré chez nous à Sainte-Menou et personne d'autre ne le fait. C'est un peu comme la tarte tatin, quoi. Une heureuse erreur. Une heureuse erreur qui fait la joie des gourmets. Oh, oui. Après avoir refroidi pendant 12 heures supplémentaires dans un bouillon composé d'une quinzaine d'épices, les pieds de cochon sont ensuite panés. Tu fais le suivant? Tu me laisses opérer maintenant. Oui, je t'en prie. Tu n'as pas peur? Bon, Non, alors, jamais. je- J'ai jamais peur. Et de toute façon, la peur n'évite pas le danger. Ah, c'est ça que j'aime bien. J'ai l'impression de jouer dans le sable, là. Là, c'est bon, on l'enlève et tu le remets dans le plat. Prêt, voilà, tu le secoues un petit peu, tu enlèves le surplus et tu le remets dans le plat. Et prêt à enfourner. Parfait. Alors, on dit que Louis XVI a aimé cette recette et ce pied de cochon justement à Sainte-Menou. Bah, ça lui a coûté cher, mais ouais, apparemment, il est venu... coûté la tête. L'histoire dit que Louis XVI s'est fait reconnaître à cause de ça, parce qu'il s'est arrêté pour manger un pied de porc et il n'a pas pu s'empêcher. Donc il a été reconnu ici avant d'être arrêté à Varennes, parce qu'il a mangé un pied de porc. Quand même pas de bol. En réalité, si Louis XVI s'est bien arrêté à Sainte-Menou lors de sa fuite vers l'Autriche, ce n'est pas pour déguster des pieds de cochon, mais pour changer les chevaux fatigués de son carrosse. C'est en payant avec une pièce de monnaie à son effigie que le roi aurait été reconnu. Avant d'apprécier les fameux pieds de cochon de Mathieu, reste à les mettre au four 10 minutes à 185 degrés, puis les accompagner de quelques pommes de terre coupées en tranches. Et voilà, Catherine, ton pied de cochon. Tu vas voir, tu vas te régaler. Bon, alors. Et là, on Et peut là, tout a manger. On peut tout manger. On trie entre les gros os et les petits os et la chair. Moi, j'adore. C'est bon, dis donc. C'est bon, hein? C'est fondant. Très, très bon. Je reviendrai manger des os de cochon chez toi. C'est l'argonne. C'est le goût du terroir. Il n'y a pas que les os, Un hein? pied de cochon. Un terroir champenois qui enchante les papilles, mais aussi les regards. En direction de la montagne de Reims, par exemple, les routes sinueuses qui traversent ces immenses étendues viticoles conduisent Catherine à un monument pour le moins étonnant. Un phare qui surplombe Verzenay, le village natal d'Émilie Renoir-Ciblé. Émilie, à ce phare, il me surprend à chaque fois que je viens ici. C'est étonnant quand même, mais quelle idée de faire un phare ici. Alors c'est une idée très originale d'un vigneron de Verzenay, de construire ce phare au milieu d'une mer de vigne. Et ce phare, il fonctionne encore? Oui, oui, tout à fait, il fonctionne encore. Ouais. Avec une lumière qui s'allume? Avec une lumière, tous les soirs il est allumé, rose, bleu, multicolore. Ah, très joli. Allons le voir de plus près. On y va. Depuis plus de 100 ans, le phare de Verzenay, transformé en écomusée dans les années 90, domine les vignobles de la montagne de Reims. Le phare a été construit en 1909 par Joseph Goulet. Tu vois, on voit, c'est son nom qui apparaît sur le fût du phare. En fait, il voulait faire la publicité pour sa marque de champagne. Déjà avant l'heure, il était assez précurseur en termes de publicité. Et autour de son phare, il a aussi aménagé un restaurant, un théâtre, une guinguette, qui était très en vogue à l'époque. Et c'est vrai que c'était un lieu très convivial. En 1914, la Première Guerre mondiale sonne le glas de la belle époque et des années de fête au phare de Verzenay. Trop proche de la ligne de front, il est abandonné et tombe en désuétude.
En 1940, il est transformé en observatoire militaire avant d'être abandonné à nouveau. Dans les années 80, les ruines du phare deviennent le terrain de jeu favori des enfants du pays. Donc le phare a été restauré et l'escalier aussi, on peut y monter. Alors maintenant, on peut y monter. Je t'invite à y aller, on va aller voir la jolie vue qui s'offre à nous. Voilà, on y va. Du haut de ses 25 mètres, le sommet du phare dévoile une mosaïque de plaines agricoles, de vignobles et de forêts. Une vue panoramique exceptionnelle à 360 degrés sur toute la Champagne. Quelle vue, c'est vrai. Donc on voit la fameuse montagne de Reims. Combien de mètres de hauteur? 288 mètres. 288 point culminant Mont-Sinaï, qui est à côté des Faux de Verzy. Alors c'est une petite montagne, on appelle ça montagne parce que regarde, tu vois la plaine, ça s'étend, c'est assez plat et d'un seul coup, pof, tu as les coteaux comme ça qui arrivent et puis la forêt comme ça qui domine. Donc on appelle ça la trilogie paysagère. Puis tu as les villages comme ça qui sont un petit peu très resserrés, oui. C'est très dense, hein, c'est vraiment particulier à la montagne de Reims. Donc c'est vraiment le paysage caractéristique qu'on a en montagne de Reims. De retour sur la terre ferme, Voilà, là, ça vient vite. Parfait. c'est l'occasion pour Catherine et Émilie de profiter d'un petit goûter champêtre aux saveurs très locales. J'ai encore autre chose dans mon panier, à savoir... Montre-moi, voir. Devine. Je sais pas, montre. À savoir... Ah, le biscuit rose. Le biscuit rose. Ah, c'est sympa ça. Le fameux biscuit. L'origine du biscuit rose de Reims remonterait au XVIIe siècle. Au même titre que le champagne, cette spécialité locale est ancrée dans le patrimoine culinaire champenois. Après cette halte, Catherine quitte Émilie pour terminer son exploration de la montagne de Reims, aux côtés de Donny Rabaté. Cet employé de l'Office national de la forêt de Verzy est chargé de veiller sur les arbres remarquables, à la forme spectaculaire, dont l'origine reste encore obscure pour les botanistes. Tu vois, regarde, il y a un fou là. C'est magnifique celui-là aussi, on dirait une Ceux-là, ils sont tente. pas très vieux normalement. Enfin, ils ont une tente. centaine d'années quand même. On dirait une tente de verdure. Ouais. C'est comme une petite maison. Alors ici, voilà, on est au cœur de la réserve biologique dirigée des faux de Verzy. Donc ce sont des hêtres tortillards. Donc il y a plus de 707 faux reconnus dans la réserve et près de plus de 800 dans la forêt domaniale de Verzy. Ça représente la moitié de la population européenne, mais c'est la plus grande population au monde présente sur un site. Dans tous les autres sites, ce sont quelques individus. Nous, on a toutes les classes d'âge, du plus jeune au plus vieux. C'est vraiment un site exceptionnel. Je te propose qu'on avance un petit peu. Oh, mais avec plaisir. Depuis des siècles, sous ces feuillages touffus, les formes torturées des faux de Verzy, enracinées sur les terres d'une ancienne abbaye du 7e siècle, alimentent mythes et légendes. Alors, attention aux yeux. Hop. Oh, c'est extraordinaire. Ah, puis ces formes incroyables, hein. On peine à croire que ce soit vraiment naturel. C'est pas étonnant qu'il y ait eu autant de récits qui aient circulé sur ces arbres. Oui. Ça fait un peu magique, hein, ces formes. Hein. Bah, ce sont de véritables œuvres d'art. Hein. Mais après, l'origine des faux, elle est énigmatique. Mais il y a plein d'histoires, bien sûr, hein, de malédictions. Certains disent que les bouquins, les habitants de Verzenay, du village d'à côté de Verzy, ont jeté une malédiction aux Verzias, les habitants de Verzy, et ont transformé ces arbres. Cette légende était un peu tirée par les cheveux, mais d'autres historiens disent que l'abbaye, justement, a été construite pour contenir ces arbres maléfiques. Et c'est vrai que ça pourrait être une théorie qui se tient, d'autant plus que sur les autres sites dans le monde, en Allemagne et en Suède, la plupart des individus sont à proximité de sites religieux. Aujourd'hui, les faux de Verzy sont les uniques vestiges de l'abbaye disparus à la Révolution. Et on dirait que par là, c'est encore plus sombre. Oui. Ah, ça fait presque peur, on ne voit pratiquement plus rien. Comment est-ce que ces formes ont été possibles? Qu'est-ce que les spécialistes nous disent? L'hypothèse la plus probable, c'est que c'est une dégénérescence génétique due à un transposon. Ce transposon, on ne le connaît pas. C'est quelque chose qui attaque le gène et qui met ce gène et cet aspect tortillard au hêtre, tout simplement. Donc ces êtres sont normaux, mais brusquement, ils mutent et tout le monde se demande pourquoi. Voilà, c'est une variété qui a muté, effectivement, qui a donné une variété, le hêtre tortillard. Mais l'exception de notre site, c'est qu'ils remutent. Ils font des réversions, ils peuvent se redresser. Et ça, c'est exceptionnel, c'est le seul site au monde qui fait ça. Donc on a des réversions qui repartent en hêtre commun au-dessus du faux et qui vont, par élagage naturel, faire dépérir la partie tortillard. Depuis 2017,
La biodiversité et les paysages uniques de la forêt de Verzy ont reçu le label Forêt d'exception, une façon de préserver le site et de protéger ce patrimoine naturel. S'il est un autre patrimoine cher à la Champagne, ce sont les vignes qui bordent le pittoresque village d'Auvillers. Ce coin de paradis, dont les coteaux sont inscrits à l'inventaire du patrimoine mondial de l'UNESCO, Pascal Pécriot le connaît bien pour l'avoir fréquemment arpenté durant sa carrière professionnelle au sein d'une prestigieuse maison de champagne. Il y retrouve Amélie Mongin. Amélie, j'ai toujours plaisir à être au Villers parce que c'est vraiment cher à mon cœur. J'ai travaillé pendant 30 ans pour le propriétaire de l'abbaye. Donc je connais bien toute la partie qui va de l'église jusqu'au bout du parc. D'accord. Mais à côté, c'est le village. Et le village, c'est toi qui connais. Déjà, est-ce que tu sais que l'abbaye, elle a été fondée en 650? Et c'est seulement après, en 658, que le village va se développer justement autour de cette abbaye. Mais avant ça, eh bien, aux origines, on avait un hameau. Alors ce hameau, il a été détruit plusieurs fois par les invasions barbares et les habitants ont cherché à se mettre en sécurité dans les hauteurs près de l'abbaye. Le nom du hameau s'est transformé en Alta Villers ou Alta Villare, le village haut, Auvillers. On va aller voir ça. Ah ben je suis. On y va. Fief du moine bénédictin Dom Pérignon au XVIIe siècle, Auvillers est considéré comme le berceau du Champagne. Au cœur de l'ancienne cité, l'architecture témoigne encore du passé viticole du village. Alors c'est bien dans cette rue qu'il y a des maisons vigneronnes. Tout à fait. Et est-ce que tu sais comment on les identifie? Eh ben, je crois qu'ici on a des éléments pour Oui, identifier. oui, tout à fait. On a de la brique pour les encadrements. C'est ça. Et puis, il y a pour les murs du moellon calcaire recouvert d'un enduit. Et ce fameux porche ici, ce qu'on appelle le chartil. Le chartil, voilà, pour pouvoir rentrer la vendange et la travailler derrière, dans la cour. C'est ça. Et puis, on a cette élévation au-dessus. Et là, on a la date de 1800. 1800. Et c'est la maison de mon copain Henri. Ah Eh oui, Faudra aller lui rendre un petit coucou. on ira lui dire bonjour. Maison viticole, ruelles étroites, toutes ces caractéristiques forgent l'identité du village champenois. Oui, au Villers, c'est vraiment un lieu qu'on visite à pied. Totalement. Regarde ces ruelles, c'est tellement agréable. Ah oui, en plus, ça a un charme incroyable. Et puis là, on arrive juste à côté de l'abbaye et on arrive C'est ça. sur l'ancienne église abbatiale. C'est dans cette abbaye, entre 1668 et 1715, que le père Dom Pérignon élabore un nouveau procédé de vinification. Grâce à son travail sur l'assemblage et à son esprit inventif, le champagne va acquérir ses lettres de noblesse et le nom du moine va entrer dans l'histoire. Et oui, on est vraiment sur les traces de Dom Pérignon, entre son abbaye, son église. Oui, on sent vraiment qu'il s'est passé quelque chose ici d'important et il y a passé du temps pour élaborer vraiment le meilleur vin du monde. C'était ça son but. Et comme ça, il nous a donné en fait la méthode d'élaboration du champagne. À l'exception de la prise de mousse, qui était un accident mais qu'on a su maîtriser et positiver. Au cœur de l'église abbatiale, sous cette dalle noire au pied de l'autel, repose le bienfaiteur d'Auvillers, celui sans qui le rayonnement de la Champagne n'aurait pas été le même. Dans les rues typiques du village, l'art viticole n'est pas l'unique spécialité. Sur les maisons, plus de 140 enseignes en fer forgé font référence à l'artisanat local. L'origine de ces enseignes, vraiment, c'est au Moyen-Âge. Puisqu'au Moyen-Âge, en fait, la population ne savait pas lire. Donc, les commerçants, pour indiquer ce qu'ils faisaient comme type d'activité, mettaient en place des enseignes. Auberge, boucherie, activité viticole, cette tradition des enseignes en fer forgé, un homme en perpétue le savoir-faire depuis 30 ans dans sa ferronnerie. C'est Xavier Babé. Oh Xavier! Oh Pascal, qu'est-ce que tu fais là? Ah bah, je viens voir si t'es pas encore en train de nous faire quelque chose de splendide, comme d'hab. Je suis encore en train de faire une enseigne, tu vois, comme d'habitude. Je continue sur ma lancée, on s'arrête pas. Tiens, je te montre-moi. montre.
Hop. Première étape pour concevoir une enseigne, assouplir le métal avant de le forger. Ouais, ça chauffe fort, mais qu'est-ce que ça fait comme température? Ah ben, il faut la passer presque au blanc, limite blanc, parce qu'après, sinon, ça nous fait un beau feu d'artifice. Donc, au blanc, tu es à 1200, mais on travaille surtout vers les 800 000 degrés. Et forger, c'est à la fois du matériel et puis des gestes qui n'ont pas changé depuis des siècles. Ça a toujours été, hein, l'enclume, le marteau, la forge, le soufflet, comme dans le temps, là. Puis ben, les gestes, ils sont ancestraux, hein. On n'a rien inventé, hein. C'est les anciens qui les ont créés et on fait une continuité de ce qui se faisait dans le temps. Bon ben là, Pascal, tu vois, la pièce, elle est prête, elle commence à refroidir, donc on va pouvoir aller passer à la deuxième phase. On Phase est 2, parti. c'est bon. Allez, je t'emmène voir ce qu'on fait. Une fois l'ensemble des pièces réalisées, il faut maintenant les souder les unes aux autres. Donc Pascal, je vais te donner un masque pour éviter de te cramer. Garde des étoiles. Oui, tout à fait. Star Wars. On va passer en live. Et là. Et voilà. On est OK. Maintenant, comment c'est lire? Eh ben. Ah oui, heureusement qu'il y a des gens comme toi qui font vivre et perdurer notre beau patrimoine champenois. Symbole de ce patrimoine régional, la majestueuse avenue de Champagne, à Épernay. C'est ici que Pascal retrouve Aurélie Bourré. On a quand même de la chance de visiter l'avenue de Champagne sous un si beau soleil. C'est sans doute que l'avenue de Champagne le mérite. C'est vrai qu'on a de la chance d'avoir tous ces hôtels, tous ces châteaux. Et oui, parce que ici, c'est les résidences, mais aussi les installations des grands noms du négoce champenois. Et c'est ça qui en fait un site emblématique pour la Champagne et pour la ville d'Épernay. Au XVIIIe siècle, dans cette avenue, le négoce du vin pétillant prospère et fait la richesse de la ville. Boiselle, Éterlin, Perrier-Jouët ou Moët-et-Chandon, au total 35 maisons de Champagne, soucieuses d'inscrire leur réussite dans la pierre, y font construire de somptueux châteaux et hôtels particuliers à l'architecture raffinée. Sous les fondations creusées dans la craie, une centaine de kilomètres de galeries abritent des millions de bouteilles du précieux nectar qui fait la renommée mondiale de la ville. À l'hôtel de Chandon-Trianon, où Pascal a travaillé pendant 32 ans, l'histoire des premiers négociants n'a pas de secret pour lui. Aurélie, nous arrivons dans la galerie des ancêtres. Dans cette famille de négociants, on a le plus proche de nous dans l'histoire, Pierre-Gabriel Chandon, donc le Chandon de Moët-et-Chandon. Et puis ici, les deux hommes les plus importants, puisqu'on a le fondateur, Claude Moët. Officiellement, il fonde la maison en 1743. Et puis ici, Jean-Rémy Moët, le petit-fils de Claude, qui est le premier à faire construire son hôtel particulier sur l'avenue, un hôtel aussi ostentatoire. Lorsque Jean-Rémy Moët prend la direction de la maison fondée par son grand-père en 1792, il a l'ambition de faire rayonner la marque dans le monde entier. La construction de son nouvel hôtel particulier sera son étendard. Ce qu'on voit tout de suite quand on rentre, c'est le détail, en fait, le soin apporté à la décoration. Le but, c'était vraiment d'impressionner quand même les hôtes de prestige qui arrivaient de Paris, d'Allemagne, etc. Tous les gens, en fait, que réceptionnait Jean-Rémy Moët. Et Napoléon a séjourné ici, à l'hôtel Moët. Alors Napoléon a dormi dans la pièce à côté, ce qui fait de l'hôtel Moët un palais impérial. Mais il n'y a pas eu que Napoléon. Nous avons d'ailleurs ici la liste des visiteurs illustres, avec, par exemple, le roi de Prusse, le roi de Bavière, le roi de Saxe, l'empereur d'Autriche, le tsar de Russie. Savamment orchestrée par le maître des lieux, la visite de ces personnalités marque l'essor de l'avenue de Champagne. Dans le jardin de l'hôtel, on se déplace du monde entier pour déguster à la source le précieux breuvage.
Il est quand même très agréable, ce jardin à l'anglaise. Et puis on a aussi un cours d'architecture. On a trois bâtiments différents. L'hôtel Camia avec les briques, l'hôtel de Jean-Rémy Moët néoclassique, et puis ce grand bâtiment, le bâtiment commerce, en briques industrielles. Et en plus, c'est une leçon d'histoire d'entreprise, où il y a tout sous le même toit. Il y a ses résidences, il y a ses bureaux, il y a en sous-sol les caves pour faire le vin, et puis de l'autre côté, les logements du personnel. À Épernay, si les maisons de Champagne rivalisent d'imagination pour refléter le prestige de leur grand cru, l'une d'entre elles, du haut de sa tour de 66 mètres, a su se démarquer. Alors c'est une maison plus récente que celle qu'on a déjà visitée. Là, elle est la fin du 19e, en 1880, et elle s'appelait pas de Castellane au début, elle s'appelait l'Union Champenoise. Donc ici, on a la tour Castellane, donc là, c'est vraiment l'emblème de la ville. Et c'est une tour qui date de 1903-1904. Et ce qui est marrant, en fait, c'était un château d'eau au départ. C'était pour que le site soit en autonomie complète au niveau de l'eau. Et en fait, au premier hiver, les tuyaux ont gelé. Donc aujourd'hui, on s'en sert vraiment comme une tour publicitaire qui est visible sur toute la vallée et sur tout Épernay. Fondé en 1895 par le vicomte Florent de Castellane, cet hôtel particulier s'étend sur 200 mètres le long de la voie ferrée Paris-Strasbourg. Dans le hall d'entrée, trône un impressionnant escalier d'honneur. Alors, il faut s'imaginer ici les clients qui arrivaient par cet escalier pour acheter leur champagne. Et c'est pour ça qu'en fait, la décoration est aussi soignée. On a par exemple, juste au-dessus de nous, le blason de la ville d'Épernay avec les 3 roses. Et puis derrière, on a l'amour qui nous offre une coupe de champagne. C'est sympa de sa part. Maintenant, je vais te montrer un lieu qui est unique en Champagne. Encore un? Encore un. On y va. Au sous-sol, dans la salle des étiquettes, une immense armoire en chêne des années 30, flanquée de milliers de petits casiers. C'est incroyable. Tout autour de la pièce, et même au milieu, des casiers, des casiers, des casiers. Alors, il y en a 7000 dans cette pièce. Et je vais te montrer ce qu'il y a dedans. À l'intérieur, la précieuse mémoire de la maison de Champagne est conservée. 4452, là on dépasse les 5000. Tu m'aides à ouvrir? Allez, ah oui, ça fait son poids. Hein. Hop, voilà. Oh là 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 là. La maison de Castellane, c'est la seule maison de Champagne qui proposait à ses clients de faire des étiquettes personnalisées. C'est-à-dire que le client pouvait avoir son étiquette, il pouvait décider ce qu'il écrivait dessus. Et ça, c'est vraiment la particularité de la maison de Castellane. C'est pour ça qu'il y en a des milliers. Et c'est pour ça qu'il y en a des milliers. Et puis avec des noms, alors évidemment, il y a l'Union Champenoise. C'est ici. Jeanne Lorraine. Jeanne Lorraine avec les armoiries Jeanne d'Arc. Et puis des étiquettes un peu plus, alors là, fantaisistes. Alors ce qui est intéressant, c'est le petit texte qui est écrit en dessous. Il est écrit donc « Il a puissance sur toute douleur, maladie, infirmité, débilité, allongeant la vie selon la permission de Dieu et triomphant des misères de ce monde. » Et ça, c'est signé Nicolas Flamel, XIVe siècle, un alchimiste, donc c'est une autorité indiscutable. C'est ça. Dans la région d'Épernay, si une grande partie de l'économie locale est tournée vers le vin pétillant, sous les vignes de Fleury-la-Rivière, dans la cave de Patrice Legrand, ce n'est pourtant pas du champagne qui mature. Ici, le burin de l'ancien vigneron révèle des gastéropodes vieux de plusieurs millions d'années, uniques dans le département. Bonjour Patrice. Oui, bonjour Pascal. Alors je suis vraiment impressionné parce que là on est à 28 mètres sous terre. On a des coquillages énormes et ça nous emmène à 45 millions d'années en arrière. Alors, il faut s'imaginer, il y a 45 millions d'années d'ici, on était en présence d'une mer chaude de climat tropical qui recouvrait donc tout le bassin parisien. Et les mers de ce bassin de Paris s'étendaient jusqu'en Champagne. Alors, ce bassin, il s'est rempli de toute cette sédimentation, donc un sable très chargé en calcaire, un tuffeau. Et dans ce tuffeau-là, eh ben, on retrouve plein de fossiles, principalement des coquillages. C'est vraiment des sacrés gastéropodes, là. Ah, 60 cm de long. Oui, là, tu t'envoies un petit échantillonnage, mais t'es pas au bout de tes surprises, tu vas voir, je vais t'en montrer. Allez, je te suis. Ok. Sur ce terrain acquis en 1997, Patrice enquête avec patience et minutie sur les fossiles que renferment encore les sous-sols de ce coin de Champagne. Alors tu vois, là, il y a plus ou moins 250 mètres de galeries à visiter. En véritable géologue, il a mis à jour plus de 300 espèces différentes.
C'est incroyable tout ce qui est autour de nous. Et tout ça, c'est juste une seule couche, à un moment précis de l'histoire de ce gisement. Voilà, donc ça c'est une couche qui correspond à une période bien précise où cette espèce-là a pullulé dans le fond de la mer de l'époque, quoi. Et alors là, donc, on a mis à jour cette couche-là. Ce que tu vois là, c'est une présentation naturelle. On a donc dégagé des grands coquillages, mais ainsi, tu as tous les coquillages qui est autour. Cette faune, à l'extraordinaire abondance et en parfait état de conservation, intrigue les spécialistes. C'est pas des fossiles, c'est pas des empreintes, c'est le coquillage lui-même. C'est le coquillage lui-même, mais ce sont des fossiles parce qu'ils sont très vieux. Et est-ce qu'on a une idée de la raison ou de la façon dont ils ont disparu? Donc nous, on pense à une surpopulation. Ils mangent tout ce qu'il y avait, ça amène leur disparition. Ce qui est possible aussi, ça va être un ensevelissement rapide. Mais alors ça les étouffe et... ça asphyxie l'escargot par lui-même, mais ça protège la coquille. À l'invitation de Patrice, Pascal ne résiste pas à la tentation de jouer à son tour au paléontologue en herbe. Voilà, moi je commence juste là à rentrer dans le jeu. Mais toi, tu as l'intention d'arrêter un jour ou pas? Moi, tant que je pourrais creuser, je creuserai. Le jour où je creuserai plus, c'est que ça n'ira plus. Ouais, et c'est fantastique parce que quand tu vois apparaître progressivement le fossile, tu as vraiment l'impression de faire une découverte. Ouais. Ça, c'est le grand plaisir ici, et c'est le plaisir de la découverte, quoi. Et alors là, la découverte est permanente parce qu'on trouve toujours, quoi. Donc c'est du bonheur, quoi. Moi, je suis un vrai gamin dans mes sables avec mes coquillages, c'est super. C'est bien de retomber en enfance comme ça. Ouais. Si vous souhaitez aussi retomber en enfance, n'hésitez pas à rendre visite à Patrice. Il se fera un plaisir de vous ouvrir les portes de sa cave aux coquillages. Retour à la surface pour un grand bol d'air. C'est ce que nous offre le lac du Der-Chantecoq dans le département de l'Aube. Depuis que Christine Soulier a quitté Paris dans les années 70 pour s'installer dans la région, cette orthophoniste à la retraite ne se lasse pas de venir s'y ressourcer. C'est vraiment un cadre magnifique ici, ça respire le calme. Puis je trouve ça sympa de voir tous ces jeunes profiter des sports nautiques. Moi, ce lac, je le connais plus à l'automne, je viens observer les oiseaux. Mais aujourd'hui, si Christine y retrouve Alain van der Schooten, ce n'est pas pour profiter de la plage. Elle vient y entendre l'incroyable histoire de ce qui demeure l'un des plus grands lacs artificiels d'Europe. C'est beau, mais il ne faut pas oublier qu'à l'origine de ce lac, il y a un énorme drame humain quand même. Ah bon? Ah oui, on a fait disparaître 3 villages et on a exproprié plus de 300 personnes. Donc 3 villages sont engloutis là sous ce réservoir d'eau? Oui. On a Champaubert qui est là-bas en face, on a Chantecoq derrière l'île ici, et puis on a Nuisement qui est à quelques encablures d'ici. C'est quelque chose qui a été dramatique pour les gens. Du jour au lendemain, on leur a dit il faut trouver une autre maison ailleurs. Et là, ici, à la place de votre village, il va y avoir jusqu'à 12 mètres d'eau. Depuis la crue du siècle en 1910, Paris et les bords de Seine sont touchés par des inondations récurrentes. Dans les années 60, pour contenir les eaux tumultueuses de la Seine et de la Marne, la création d'un réservoir géant s'impose. Cette ancienne plaine marécageuse, couverte d'une importante forêt de chênes, est le lieu idéal. Alors on a trouvé une cuvette naturelle, donc on n'a pas eu besoin de la creuser. Et dans cette cuvette naturelle, qu'on a fermée avec une digue de 25 km, on va stocker 350 millions de mètres cubes d'eau. Et aujourd'hui, avec ce changement climatique, on s'aperçoit aussi que le lac a un autre rôle très important à jouer, c'est d'être un barrage-réservoir pour Paris. Donc en gros, une image, on a le château d'eau de Paris sous les yeux. À 3 km de là, en hommage aux habitants délogés et à la vie d'antan, un des 3 villages engloutis a été partiellement sauvé des eaux. Ça a vraiment un côté très authentique, ce petit village. C'est les véritables maisons d'autrefois qui ont été démontées morceau par morceau, déplacées et reconstruites ici. Donc c'est vraiment authentique, Ah oui. Ça n'en a pas que l'air. Ah non, c'est les vraies maisons. On est au centre du village musée du Der et tous les bâtiments qui sont autour de nous sont des bâtiments qui ont été déplacés. On les a démontés pièce par pièce, on leur a fait faire un petit voyage et on les a reconstruits ici sur le site pour en faire un village souvenir. Aussi surprenant que cela puisse paraître, cet ancien village de bûcherons n'en est pas à son premier déplacement.
Donc à l'origine, c'est une immense forêt, la forêt du Der, et on a des bûcherons qui viennent s'installer pour exploiter cette forêt. Ils construisent leur maison à pans de bois et ils arrachent la forêt sur des hectares et des hectares. Mais au bout d'un moment, le chantier devient trop loin, surtout qu'on a des sabots aux pieds. Et bien là, il y a une solution toute simple. Ils vont démonter leur maison, la déplacer et la ramener près de la forêt. Autre bâtiment témoin du passé sauvé de l'oubli, la maison du forgeron. La mairie-école, ainsi que l'église du village, dont l'origine remonte au XVe siècle. Là, tu vois, Christine, c'est ici que tous les villageois se retrouvaient tous les dimanches pour la messe. Et ça, c'était quelque chose de très important, sacré. Hein. Tu as vu cette voûte d'église? C'est super, oui. Ça te fait penser à quoi? Une coque de bateau retournée. Ah oui, c'est exactement ça. Les charpentiers de marine, en fait, n'avaient plus de travail sur la côte parce qu'on a inventé les bateaux en fer. Donc, ils proposaient leurs services à l'intérieur des terres et c'est eux qui construisaient ces voûtes pour essayer d'économiser un petit peu de chaleur puis que ça soit plus joli aussi. Hein. Et tu as vu un petit peu cette construction des maisons en pans de bois. Donc, on a les poutres, bien sûr, et ces bouts de bois, il y a un tenon. Il y a une mortaise, on rentre le tenon dans la mortaise et à l'intersection des deux, on va percer un trou et y mettre une cheville. Ça tient. Et le jour où on veut démonter, il n'y a pas de souci. On laisse la cheville dépasser de l'autre côté, on tape dessus et on la retire. D'accord. Donc ces maisons, dès le départ, étaient vouées un jour ou l'autre à se déplacer. Ouais. Aujourd'hui, bien que l'église ait été déplacée, elle reste consacrée chaque année au mois de juin lors de la Saint-Jean pour une messe du souvenir. Non loin du village du Der, à Troyes, les bâtiments de la ville conservent aussi la mémoire du pays. Avec sa cathédrale, ses hôtels particuliers et ses maisons à colombages colorés, le cœur historique de la ville possède l'un des plus beaux ensembles d'habitations médiévales et Renaissance de France. Une architecture fascinante que Christine va redécouvrir sous le regard expert de Sylvie Coulonval. C'est drôlement bien, Sylvie, hein, ah ton oui, petit café dans ce quartier si magnifique. C'est clair que c'est très pittoresque ce quartier. Tu connais la maison du boulanger? Oui, bien sûr. Alors tu sais, Christine, que cette maison, c'est vraiment le type même de la maison troyenne, à pans de bois ou colombage. Colombage parce que les poutres qui sont verticales s'appellent des colombes. Et peux-tu me préciser pourquoi il y a tant de pans de bois sur ces maisons? Alors en fait, ici à Troyes, tout le centre historique, le bouchon, puisque le centre historique a la forme d'un bouchon de champagne, ce ne sont que des maisons à colombage, des maisons à pans de bois, parce que dans la région, nous n'avons pas de pierre de construction, uniquement le chêne. En 1964, alors que le centre historique de Troyes est insalubre, la maison du boulanger, promise à la destruction, est la première du quartier à être rénovée, sauvée de justesse par la toute récente loi Malraux, dont la vocation est de protéger le patrimoine historique de France. J'attire ton attention, Christine, aussi sur la tourelle de l'Orfèvre. Oui, c'est vraiment l'emblème de la ville. Absolument. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est ce travail d'ardoise en losange de différentes couleurs, ce qui est relativement rare. Puis aussi nos toits, tu as vu les toits à pignons, ces toits très très pointus avec la ferme d'avant-corps qui protégeait également la façade. C'est ça. Tu connais l'expression avoir pignon sur rue? Oui. Eh bien, ça vient de là, parce qu'en fait, c'était un signe de propriété et ces pignons, on les avait uniquement côté rue. Et maintenant, c'est un signe de notoriété publique. Quand on a pignon sur rue, c'est qu'on est connu. Viens, Christine, je vais te montrer autre chose. Ah oui, avec plaisir. Je suis toujours très friande des trésors de la ville. Ah tu vas voir que c'est vrai qu'ici, on est gâtés, patrimoine à profusion. Oui. À quelques pas de là, au détour d'une cour pittoresque aux boiseries finement sculptées, cette cour avec les coursives, je trouve qu'elle est... Elle est très belle, c'est vrai qu'elle est magnifique. Se trouve l'une des ruelles troyennes les plus emblématiques et exiguës de la ville. Tu vois, cette ruelle des Chats, c'est un de mes endroits préférés dans la ville. Quand tu regardes les maisons, tu as l'impression qu'elles s'embrassent et je me dis que si les pavés pouvaient parler, je pense qu'ils raconteraient beaucoup de choses très très romantiques. Eh bien, détrompe-toi quand même, Christine. C'est vrai que ça paraît un lieu romantique, mais sachant qu'autrefois, c'était quand même un lieu de mauvaises rencontres, de vagabondage, un lieu malfamé. Dans le prolongement de ce dédale de ruelles, une petite cour privée où se niche l'un des plus beaux édifices de Troyes. Alors, Christine, est-ce que tu connais l'hôtel du Lion Noir?
Ah oui, je suis déjà venue ici une fois, mais vraiment, la ville a du talent pour cacher ses trésors. C'est fabuleux. Ah, c'est une véritable pépite, c'est vrai. Bah, je t'invite à monter si tu veux. Ah oui, avec plaisir. L'hôtel du Lion Noir, édifié à la fin du XVIe siècle, n'a pas toujours été aussi flamboyant. L'escalier a vécu. Oui. Ah oui, elles sont toutes penchées, celles-là. C'est fou. Enduit de crépi, ce joyau du patrimoine troyen tombe dans l'oubli pendant des décennies. Il n'est redécouvert qu'à l'aube des années 2000, lors de sa restauration. La particularité de cet édifice, c'est que c'est un hôtel particulier, seconde Renaissance, mais en bois avec notre matériau local. C'est ce qui fait sa spécificité. On a aussi cet escalier qui est assez exceptionnel, en colimaçon, d'un seul tenant. C'est vraiment un chef-d'œuvre en architecture. Et puis toutes ces décorations, ces ornementations végétales. Et puis cette couleur aussi, cette couleur sang de bœuf, qui était vraisemblablement la couleur qui était la couleur principale dans la ville de Troyes à l'époque. Ah oui, c'est vraiment extraordinaire qu'on ait pu préserver tout ce patrimoine et puis le restaurer de telle façon, parce que ce sont vraiment des bijoux, c'est impressionnant. Hein. Une autre perle de notre voyage en Champagne se trouve en Haute-Marne, à Cirey-sur-Blaise. Dans le château familial d'Adélaïde Pringal, construit sur les ruines d'un ancien château féodal, l'un des plus grands penseurs du siècle des Lumières a séjourné pendant 15 ans. Alors là, on arrive devant la propriété qui a été la propriété de la marquise du Châtelet, Émilie du Châtelet, de son époux bien sûr, et puis également de Voltaire. Ça doit être vraiment assez fabuleux de vivre dans une demeure où a vécu Voltaire, où reste peut-être encore un peu son esprit. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de chance parce que c'est un personnage très intéressant. Oui. D'ailleurs, Voltaire a laissé son empreinte sur le bâtiment, ce que je propose qu'on aille voir maintenant. En 1734, après la publication des lettres philosophiques, vive critique des institutions françaises, Voltaire est menacé d'être embastillé. Le philosophe trouve alors refuge dans le château de la marquise du Châtelet, dont il est l'amant. D'importants travaux sont réalisés pour installer ses propres appartements. Donc on arrive devant la porte commandée par Voltaire. Oui. À l'intérieur, on découvre tout un décor marin qui symbolise la vie. Et puis de part et d'autre de la porte, tu retrouves tous les attributs des arts et des sciences. Ah oui, en effet. Oui. Et il y a une inscription qui est assez intéressante, qui est de ce côté-ci, avec des vers écrits par Voltaire et dédiés à Cirey, qui disent la chose suivante. Asile des beaux-arts, solitude où mon cœur est toujours demeuré dans une paix profonde, c'est vous qui donnez le bonheur que promettait en vain le monde. Alors c'est très flatteur pour Cirey, alors cherche-t-il aussi à flatter la marquise du Châtelet? C'est possible. Depuis l'acquisition du château à la fin du XIXe siècle, la famille d'Adélaïde transmet sans relâche l'histoire de ce patrimoine d'exception. Alors là, tu vois, on rentre dans la partie qui date du XVIIe siècle, oui, avec tout ce mélange de briques et de pierres qu'on retrouve sur les voûtes. Et puis, avant d'aller plus loin, je voudrais te montrer quelque chose qui est assez amusant. C'est l'ancien billet de 10 francs qui représente Voltaire et le château derrière. Je me souviens de ce billet, c'est drôle. Voilà, les gens s'en souviennent bien en général. Et c'est amusant parce que ça faisait dire à mon père qu'il était un des rares propriétaires à pouvoir se promener avec sa maison pliée en 4 dans son portefeuille. En effet. Voilà, on va passer par ici. Donc ça, c'est amusant. Dans le prolongement de l'aile gauche du château se trouve un cabinet scientifique où Voltaire et la marquise du Châtelet partagent leur passion pour les sciences. C'est ici que les célèbres principes mathématiques de philosophie naturelle d'Isaac Newton sont traduits et commentés par la marquise avant d'être préfacés par Voltaire. Dans la pièce adjacente, Voltaire reçoit ses illustres invités. Alors, il va recevoir des scientifiques, quelques amis de la région, et puis comme les voyages sont longs et fatigants, les gens restent un certain temps. Donc on peut imaginer que Voltaire s'est assis sur un fauteuil de ce genre. Alors malheureusement non, parce que la Révolution française est passée par là. Lorsque la marquise du Châtelet, qu'on retrouve ici, est morte, eh bien Voltaire a quitté Cirey, le château est revenu au mari de la marquise du Châtelet, et puis ensuite il a transmis à son fils, et malheureusement le fils a été guillotiné au moment de la Révolution française. Après la Révolution, le château de Cirey a été pillé et saccagé. Pourtant, sous les combles, un trésor a tout de même été épargné. Alors là, on se retrouve dans un lieu qui est vraiment exceptionnel. Ah, c'est magnifique, oui.
Voilà, qui est le petit théâtre de Voltaire, qui mérite bien son nom parce que c'est un petit théâtre, mais qui est probablement le plus ancien théâtre de France et le seul théâtre de Voltaire qui reste encore visible aujourd'hui. Donc on a retrouvé des décors, 3 décors, une chambre rustique qui est présentée sur la scène, on a aussi encore un décor de forêt ou un décor de jardin exotique. Puis on trouve aussi une petite loge, qui est la loge de la marquise du Châtelet, on peut être à 3 personnes dedans. Et puis en face d'elle, pour ne pas qu'elle se trouve face à un mur, on avait mis d'autres invités. Voilà, d'autres invités qui ont été en partie masqués au 19e siècle parce que ça représentait quelque chose qui n'était pas forcément de très bon goût. Ça représentait un abbé regardant le décolleté d'une dame. Devant la petite scène, 3 banquettes permettaient d'accueillir une dizaine de spectateurs. Il y avait des spectateurs, mais peu, parce que presque tout le monde était sur la scène. Et parfois, on a juste le chien de la marquise pour regarder ce qui se passe sur la scène. Donc, côté applaudissements, ça devait être quand même assez limité. Certainement, oui. Château, village pittoresque, architecture majestueuse et splendides paysages. Voici la recette qui fera de votre découverte de la Champagne un voyage inoubliable.